Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième séance d'introduction à la métaphysique. On a presque assez de... Bonjour. Non, on a presque assez de place. Il nous reste 2 places libres là. Il y a une pénurie de salles à la faculté en ce moment. J'ai demandé une salle plus grande, mais pour l'instant, c'est la seule qu'on peut avoir tout le semestre sans changer. Donc si on arrive à rester là, on sera mieux. Il reste encore une place, tout juste. Voilà. Bien, donc si ça marche comme ça, même si on a peu de marge, on restera parce que sinon j'ai peur qu'on doive changer toutes les semaines et ça va créer des problèmes. Bien, alors je fais un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois et puis on avance. Donc on s'est intéressé la dernière fois à la question de savoir ce que c'était que la métaphysique. Et puis je vous ai dit, il y a des personnes qui sont très sceptiques sur la métaphysique en philosophie, comme Carnap, il y a des personnes qui pensent qu'elle est à la base de toute la philosophie et même de toutes les sciences, comme Descartes. Nous, ici, on va prendre une attitude qu'on appelle généralement aristotélicienne, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser, on va faire comme si la métaphysique c'était important, évidemment, je dois vous l'enseigner, je ne vais pas vous dire depuis le début que ça ne va pas, je reviendrai sur les objections de Carnap. Et puis, on va suivre un des préceptes d'Aristote qui n'a pas utilisé le terme métaphysique, mais qui a écrit ce qu'on considère comme le livre fondamental de la métaphysique, qu'on a appelé après lui la métaphysique, précisément. Et une citation célèbre d'Aristote, c'est la citation que vous avez là à l'écran. Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Donc en métaphysique, on cherche à comprendre le monde qui nous entoure. D'accord ? On ne cherche pas à comprendre, comme on fait en épistémologie, comment est-ce qu'on connaît le monde qui nous entoure, mais on cherche à comprendre les différents objets qu'il y a autour de nous. Et puis, ça pose la question qu'on a brièvement touchée du doigt la dernière fois, qui est de savoir qu'est-ce qui distingue la métaphysique des sciences, puisque les sciences aussi s'intéressent aux choses qui sont autour d'elles. Et puis je vous ai dit, ça y est, je commence à me casser la figure, je vous ai dit, il y a quand même un certain nombre d'éléments du monde extérieur dont la métaphysique, dont les sciences ne traitent pas. Il y a un certain nombre de propriétés que j'ai appelées des propriétés formelles dont les sciences ne traitent pas. Quand on parle de l'identité, quand on parle de l'existence, quand on parle de la causalité, de la dépendance, ces propriétés-là, vous n'avez pas des sciences qui traitent de ça, et pourtant c'est des propriétés qui sont importantes. C'est ce qu'on va faire, nous, en partie, dans ce cours de métaphysique, traiter un certain nombre de ces propriétés. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de catégories très générales dont les sciences ne traitent pas. Souvent, on dit la métaphysique, elle s'intéresse à l'être à un niveau très général. Et ces catégories-là, dont on va traiter aussi, c'est des catégories comme la substance, les événements, les processus, la notion de limite, tout un tas d'éléments dont on traitera en partie, au moins dans ce cours. Donc la métaphysique, on s'intéresse au monde extérieur, au monde qui nous entoure, et en particulier à ses propriétés très générales et à ses propriétés formelles. Ça, c'est le plan du cours que je vous rappelle brièvement. Il y aura peut-être quelques modifications. On s'intéresse pour commencer à certains des concepts fondamentaux dont on traite en métaphysique, donc ceux dont je viens de vous parler. J'ai retenu les suivants: l'identité, la persistance, l'existence, l'essence, la dépendance, la constitution. Je ne sais pas encore si on va faire la constitution ou si ça passera à la trappe, je vous confirmerai ça. Et puis on s'intéressera dans un second temps à un grand problème de métaphysique, le problème des universaux, pour lequel ce dont on a commencé à parler la dernière fois, à savoir l'identité, va jouer un rôle crucial. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, on a commencé à s'intéresser à l'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité ? Et je vous ai dit 2 choses, je vous ai dit tout un tas de choses importantes, mais j'ai commencé par vous dire une chose très importante, qui est que l'identité, il y avait une notion d'ambiguïté dans l'identité. Enfin, pas une notion, il y a un élément ambigu dans la notion d'identité. Quand vous dites Anna et Marie portent la même robe, vous pouvez dire qu'elles portent qualitativement la même robe. C'est exactement la même robe, il n'y a pas de différence entre les robes, mais aussi vous pouvez vouloir dire qu'elles portent numériquement la même robe, que les deux sont dans la même robe. D'accord ? Donc ça, c'est la différence entre l'identité qualitative et l'identité numérique. De la même façon, ces 2 tasses-là, dans un sens, elles sont les mêmes. Elles sont qualitativement les mêmes, mais elles ne sont pas numériquement les mêmes parce qu'il y en a 2. Okay ? Alors là, on s'est intéressé ensuite à 2 principes sur lesquels je vais revenir aujourd'hui. Je ne suis pas juste à la diapo sur lesquels j'ai la bonne version. Voilà.
on s'est intéressé à deux principes centraux en ce qui concerne l'identité. Le principe d'indiscernabilité des identiques et le principe d'identité des indiscernables. Que dit le principe d'indiscernabilité des identiques? Il dit que si A et B sont identiques, alors il n'y a aucune propriété qui est possédée par l'un des deux qui n'est pas possédée par l'autre. Et ça, c'est censé être tout à fait trivial. Si vous savez que Julie est identique à Maria, en fait c'est deux prénoms pour une même personne, alors tous les prénoms, toutes les propriétés qui sont possédées par Julie vont aussi être possédées par Maria. C'est une seule et même personne. Et puis vous avez, je vous le dis sans les formules pour l'instant, puis je reviens sur les formules dans un instant, vous avez de l'autre côté le principe d'identité des indiscernables, qui lui est beaucoup plus controversé, et dont on a discuté plus en longueur, qui dit la chose suivante, qui dit que si deux choses possèdent toutes leurs propriétés en commun, si elles sont exactement similaires, alors elles font plus qu'une. Autrement dit, la contraposée de ce principe nous dit que ce n'est pas possible que deux choses soient exactement similaires. Si elles sont deux, il y aura forcément une petite différence qualitative entre eux. Il y en a une qui sera un peu plus grande, un peu plus ronde, un peu... Okay. Donc ce n'est pas possible d'avoir deux choses exactement similaires. Ça, c'est la contraposée du principe. Bien, donc ça, c'est sur nos deux principes qui ont été avancés et amplement discutés au sujet de l'identité. Ce principe-là, je vous l'ai dit, il est très largement admis. Ce principe-là, il est beaucoup plus contesté. Alors j'ai eu une question par courriel à laquelle je n'ai pas répondu de Maël. Qui est Maël? Vous avez très bien fait de poser la question et j'ai très mal fait de ne pas y répondre, mais je vais le faire maintenant. Et une petite parenthèse, à l'avenir, j'ai ouvert, je ne l'avais pas fait encore, mais sur le Moodle du cours, le forum, sur lequel je vous invite à poser toutes vos questions, plutôt que de m'écrire par email, vous les posez là, et vous y répondez si vous avez la réponse. En général, si vous arrivez à y répondre sans moi, c'est super, et puis j'interviens que s'il n'y a vraiment personne qui a la réponse. Comme ça, j'ai moins de travail et vous en avez plus. Mais c'est très bien que vous puissiez tous accéder à ces différentes questions, donc prenez le pli et posez-les sans complexe, on est là pour comprendre. Donc il y a pas de, à ce titre-là, il n'y a pas de mauvaise question. Bien, donc Maël, vous demandiez comment est-ce qu'on comprend ces formules-là. Puis j'ai un peu hésité à vous les mettre parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'avaient pas fait encore de logique, donc je ne veux pas vous créer un sentiment de panique ou d'incompréhension. Mais je vous les redis une fois pour que vous les compreniez bien. Ce petit a à l'envers, c'est ce qu'on appelle le quantificateur universel. Donc ça se lit pour tout x, pour tout y, pour tout f. Hein. Donc pour tout individu, x et y c'est des variables d'individu, et f c'est une variable de propriété. Donc pour tout individu x, pour tout individu y, pour tout individu f, okay, si l'individu x est identique à l'individu y, alors x a la propriété, et pour toute propriété f, x a la propriété f si et seulement si, y a la propriété f. La flèche dans les deux sens, ça se lit si et seulement si. La flèche dans un seul sens, ça se dit si ce qui est avant, alors ce qui est après. D'accord ? Ça s'appelle l'équivalence, ça s'appelle l'implication. Donc, ça, ce que ça nous dit, c'est que pour tous les individus auxquels vous pouvez penser, si ces individus sont identiques, alors si l'un a la propriété f, n'importe quelle propriété, l'autre aura cette propriété, et inversement. Si l'autre a la propriété, le premier aura aussi cette propriété. Ils auront exactement leur même propriété. D'accord ? Donc le égal, c'est l'identité, ça c'est l'équivalence. Et vous verrez exactement en quoi consiste la distinction, mais l'identité, c'est un prédicat qui relie des individus. L'équivalence, c'est un connecteur qui relie différentes expressions, différentes propositions. Donc ici, on a une phrase, ici, on n'a pas des phrases, on a juste des noms ou des descriptions. On verra aussi ça en philosophie du langage. Ce que vous avez de l'autre côté, ici, c'est la converse de ce principe-là. Okay, donc elle n'est pas équivalente. Ce que j'ai pris ici, j'ai pris le conséquent, je l'ai mis avant, et j'ai mis l'antécédent, je l'ai mis après. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit la dernière fois sur converse et contraposé, si vous avez P implique Q, ça c'est pas du tout équivalent à Q implique P. Okay, ça c'est la converse, et c'est pas la même chose. Si je vous dis si je gagne au loto, je m'achète une moto, c'est pas la même chose que si je vous dis si je m'achète une moto, alors je gagne au loto. Par contre, ça c'est équivalent. Pourquoi est-ce que c'est équivalent? Vous devez le savoir. P implique Q, si P alors Q. C'est pas Q, pas Q. Exactement. Si Q n'est pas le cas, alors P n'est pas le cas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contraposée. La converse n'est pas équivalente, la contraposée, elle est équivalente.
Alors, le principe d'identité des indiscernables, c'est la converse du principe d'indiscernabilité des identiques. Je reviens à ma formule maintenant. Qu'est-ce qui nous dit? La même chose pour tout individu X, pour tout individu Y, pour n'importe quelle propriété. Si les deux individus quelconques que vous avez pris partagent toutes leurs propriétés, okay, ça c'est ce que dit cette formule-là, okay, si les deux individus partagent toutes leurs propriétés, alors ces deux individus sont identiques entre eux. Donc vous prenez deux individus, vous regardez leurs propriétés, s'ils ont exactement les mêmes propriétés, alors c'est une seule et même chose. Ça c'est le principe que défend Leibniz. Pour des raisons historiques sur lesquelles on reviendra quand on étudiera Leibniz, qui ont trait à son adhésion au principe de raison suffisante en particulier, mais ce n'est pas Leibniz qui nous intéresse ici, c'est le principe. Okay. Et ce principe-là, il a fait couler beaucoup d'encre, et c'est... donc ça, c'était mon explication des formules. Est-ce que les deux principes sont clairs? Et est-ce que même s'il y a vous vous dites quel est l'intérêt de savoir faire cette formalisation, etc., vous froncez les sourcils, est-ce que les formules sont, au moins la compréhension des formules, leur lecture est claire pour tout le monde aussi maintenant? Ça va? Ouais. Donc nous, ce qu'on a fait, je termine le rappel maintenant. Je vous ai cité cette citation de Leibniz, et qui permet de bien illustrer ce principe. Ce que dit Leibniz, c'est qu'il dit, mais vous ne pourrez jamais trouver deux choses qui sont deux exactement pareilles. Prenez les deux feuilles d'un même arbre, elles se ressemblent beaucoup, mais il y aura toujours une petite différence entre ces deux feuilles. Elles ne feront pas exactement le même poids, il y aura une petite différence de forme, de nervure, etc. Donc ça, c'est l'idée de Leibniz. Et puis, on s'est intéressé à différentes versions. On s'est demandé après si ce principe était vrai. Et puis, pour évaluer la vérité de ce principe, on s'est intéressé à différentes versions de ce principe. Une version forte du principe, pour commencer, qui restreint le principe aux propriétés qu'on appelle intrinsèques, internes aux objets. Okay. Donc, on dit que ce n'est pas possible que deux choses soient deux et qu'elles aient toutes leurs propriétés internes en commun. Okay. On laisse interne un peu de manière floue, mais je pense qu'une compréhension intuitive suffit à ce stade. Et puis là, on a vu une première objection à ce principe, c'est de dire, bah là, regardez, on a bien deux sphères différentes, elles ont exactement la même forme, elles ont exactement là ou les mêmes couleurs, si on compte le reflet comme une variation de couleur, elles ont la même taille, il y a tout en commun, le même poids, et pourtant il y a bien deux sphères. Donc ça c'est l'objection naturelle au principe de Leibniz, au principe d'identité des indiscernables. Il semble qu'il y ait des cas où il y a deux choses parfaitement similaires qui sont néanmoins deux. Bien, donc ça c'est la version forte, et ça semble être une objection assez fatale à la version forte du principe d'identité des indiscernables. Mais on a une version plus faible, qu'on a aussi étudiée la dernière fois, qui dit oui, attendez, mais moi, je suis d'accord avec Leibniz, mais là, je ne pense pas qu'il faille adopter la version forte. Il faut dire que si vous avez deux choses, il y aura forcément une propriété qui les distingue, mais ce n'est pas forcément une propriété interne, ça peut être une propriété externe ou extrinsèque dans le jargon des métaphysiciens. Et ici, il y a une propriété extrinsèque qui distingue ces deux boules, c'est que cette boule-là, elle a la propriété d'être au-dessus de celle-là, d'une autre boule, autrement dit, et cette boule-là, elle a la propriété d'être en dessous d'une autre boule. Okay. Donc si vous prenez des propriétés comme être au-dessus ou être en dessous, être à gauche ou être à droite, qui sont des propriétés extrinsèques, d'accord? Extrinsèques dans le sens, demandez-vous, le test standard pour savoir si une propriété est extrinsèque, c'est imaginer la chose toute seule dans le monde, est-ce qu'elle peut avoir, imaginez un monde dans lequel il y a une seule chose, il y a des propriétés qu'on peut avoir si on est seul au monde, okay. On peut être intelligent, on peut être grand, on peut être petit, on peut être courageux, il y a plein de choses qu'on peut être, mais il y a une chose qu'on ne peut pas être, enfin il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas être, on ne peut pas être au-dessus de quelque chose d'autre, on ne peut pas être à gauche de quelque chose d'autre, parce qu'on est tout seul au monde, d'accord? Oui. Mais dans un univers où il n'y aurait qu'une seule chose, est-ce qu'on peut vraiment être grand? Est-ce qu'on serait grand par rapport à quelque chose? C'est un bon point, parce que le prédicat être grand, c'est souvent effectivement relatif à un standard. On peut être grand pour une fourmi, grand pour un éléphant, grand pour un garçon, etc. Donc peut-être que grand, c'est un mauvais choix d'exemple, mais avoir cette taille précise, okay, a priori, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir. Donc, avoir une taille, avoir une masse, on considère en général que ça c'est des propriétés intrinsèques. Ceci étant, il y a un certain nombre d'objections à la fois philosophiques et physiques qui nous disent que même avoir une masse, ça va dépendre en fait de la structure de l'univers, ou peut-être avoir un poids si on distingue les deux. Donc quelles sont les propriétés intrinsèques? C'est une question distincte de savoir ce que c'est qu'une propriété intrinsèque. D'accord? Donc peut-être l'exemple est mal choisi, mais il faut comprendre la notion de propriété intrinsèque, en gros comme une propriété qu'on peut avoir tout seul. Peut-être une conclusion à tirer, et certains disent ça, c'est qu'il n'y a aucune propriété intrinsèque. Okay? Mais là, je ne rentre pas plus avant ici.
intuitivement, il y en a qui sont plus intrinsèques que d'autres, en tout cas. Hein, la taille que j'ai maintenant, ça c'est une propriété intrinsèque. Le fait que vous me regardiez maintenant, que je sois regardé par vous, ça c'est une propriété extrinsèque qui m'appartient. Bien, donc ce que dit notre Leibniz un peu assoupli maintenant, c'est qu'il dit oui, moi je tiens toujours à mon principe, mais ce qui m'intéresse c'est les propriétés pas simplement intrinsèques mais extrinsèques, et là ce qui fait qu'il y a deux boules, c'est qu'il y en a une qui est en dessous d'une autre boule et l'autre qui est au-dessus d'une autre boule. Voilà. Donc il y en a deux, mais il y a bien une différence qualitative entre elles. Elles ont bien des propriétés différentes, et je vous ai dit la propriété. Ok, donc ça c'est la version faible du principe qui étend les propriétés concernées aux propriétés extrinsèques. Et puis on a vu, en fin de séance dernière, l'objection d'un article célèbre de Max Black qui dit non mais même ce principe assoupli, cette version faible du principe, se heurte à une objection importante. Et ce que dit Black, c'est qu'il dit imaginez un monde dans lequel il y a deux sphères d'acier, ce que vous voulez, qui sont parfaitement identiques intrinsèquement, et imaginez par ailleurs qu'il n'y ait que ces deux sphères dans le monde, de telle sorte que vous ne puissiez pas dire qu'il y en a une qui est à gauche de l'autre ou à droite de l'autre, une qui est en dessous de l'autre ou au-dessus de l'autre. Pourquoi? Parce que quand vous dites à gauche ou à droite, c'est en général par rapport à un référentiel, donc vous vous imaginez vous en train de regarder le monde ici, vous dites, ah ben celle-là elle est à gauche, mais maintenant évidemment si vous passez derrière, c'est pas la même qui est à gauche, donc c'est toujours relativement à un référentiel, à quelqu'un qui regarde ou à un objet qu'on imagine comme étant l'objet relativement auquel on se demande si l'une est à gauche ou à droite. Pareil pour être en dessous ou être au-dessus, si vous voulez savoir ce que c'est qu'être en dessous ou être au-dessus, en général ça a trait à un référentiel qu'on appelle parfois gravitationnel, c'est qu'il y en a une qui est plus proche du centre de la Terre par exemple. Mais ici par hypothèse, il n'y a personne qui regarde dans ce monde, il n'y a que ces deux boules. Il n'y a pas non plus une troisième planète, une Terre qui fait qu'il y a de la gravité qui définit le bas ou qui définit le haut. Donc vous ne pouvez pas dire gauche-droite ou haut-en-bas. Si vous le faites, c'est que vous projetez dans ce monde quelque chose qui vient du fait que vous regardiez le monde. Mais par hypothèse, il n'y a que ça dans ce monde. Et ce que dit Black, c'est on peut concevoir ce monde-là. Il y a un outil que font souvent les modes de raisonnement que font souvent les philosophes, c'est de dire si on peut le concevoir, c'est que c'est possible. On peut concevoir ça, deux sphères parfaitement identiques qui flottent toutes seules dans un monde où il n'y a ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite, et pourtant, il y aura bien deux sphères. Et ces deux sphères-là, maintenant, elles partagent toutes leurs propriétés intrinsèques, mais aussi leurs propriétés extrinsèques. D'accord? Donc, Black dit, Leibniz, là je t'ai bien lu, parce que ce n'est pas simplement les propriétés. Même la version faible de ton principe se heurte à mon objection. Voici ce que dit Black. N'est-il pas logiquement possible que l'univers ne contienne rien d'autre que deux sphères exactement semblables? Nous pourrions supposer que chacune d'elles était faite de fer chimiquement pur, qu'elle avait un diamètre d'1 kilomètre, qu'elle avait la même température, la même couleur et que rien d'autre n'existait. Dans ce cas, chaque qualité et caractéristique relationnelle, qualité c'est le nom qui donne la propriété intrinsèque, et caractéristique relationnelle, c'est ce que j'ai appelé les propriétés extrinsèques, de l'une serait également une propriété de l'autre. Or, si ce que je décris est logiquement possible, il n'est pas impossible que deux choses aient toutes leurs propriétés en commun. Cela me semble réfuter le principe. Okay. Donc ça, c'est l'objection la plus forte au principe d'identité des indiscernables de Leibniz. Okay. Donc le principe de droite par lequel j'ai commencé ce rappel. Et par lequel je conclus ce rappel. Alors, est-ce que tout ça est clair pour tout le monde maintenant ? Ça va? Est-ce qu'il vous reste des questions sur l'identité ou c'est bon? C'est bon? Donc, on va avancer un peu encore aujourd'hui sur l'identité. J'ai conscience de commencer le cours par un thème un peu aride, d'accord? C'est pas l'identité, a priori, c'est... Je vous ai dit, en métaphysique, en philosophie, des fois on se dit, on va pouvoir commencer à des choses un petit peu excitantes, on va pouvoir faire de la philosophie de l'environnement, se poser des questions d'éthique, se poser des questions d'esthétique. Là, on commence par l'identité, principe d'identité. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens faire en philosophie? Attendez, restez encore un petit peu, parce que vous allez voir qu'avec ces notions-là, on arrive assez vite à faire des liens avec des questions qui sont un peu plus concrètes, et peut-être immédiatement stimulantes. Je vais vous donner un exemple dans un instant, pour anticiper quand on traitera le problème des universaux, qui est aussi un problème abstrait, mais un petit peu peut-être moins abstrait quand même que ça. Vous verrez que ce principe a joué un rôle absolument central.
Bien, je vais passer ça parce que j'ai peur. Est-ce que je vous le dis rapidement quand même? Il y a une dernière version du principe. Je ne peux pas vous le dire, excusez-moi, ça va, je pense qu'il y en a assez. Hein. Donc on oublie la version impure ici. Je vous laisse la diapo si vous voulez regarder. Mais ce qui est important, c'est qu'on a la version forte du principe d'identité des indiscernables. Elle se heurte à l'objection. Deux électrons, par exemple, sont exactement identiques, qualitativement identiques, et néanmoins ils sont deux. Et puis vous avez la version faible qui se heurte à l'objection du monde de Black que je viens de vous présenter. Bien. Une conclusion qu'on peut donner de tout ça, et là aussi je vais passer vite, excusez-moi, c'est que cette notion d'identité, dont on se sert partout, parfois même souvent même sans s'en rendre compte, elle est probablement pas définissable. D'accord ? Donc ça fait partie des notions centrales en métaphysique qu'on retrouve partout, mais si on cherche à la définir, on n'arrive pas. Souvent on la présuppose quand on la définit, et donc ça fait en général partie des notions qu'on se donne comme primitives. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire à son sujet, mais en tout cas, chercher à la définir, ça semble être allé dans le mur. Là aussi, je passe un petit peu vite parce que j'aimerais avancer sur des choses un peu plus importantes, mais ce qu'on retient, c'est que l'identité, on peut la caractériser, mais qu'on peut difficilement la définir. Et en général, c'est une des raisons, quand vous ferez de la logique, pour laquelle il y a un seul prédicat qu'on introduit, c'est le prédicat d'identité. Hein. Quand vous avez tous des prédicats en général qui sont des variables, F, G, R, mais pour l'identité, on l'introduit comme une constante logique de prédicats qu'on va pouvoir utiliser abondamment après pour définir tout un tas de choses, pour définir les nombres notamment. Hein, pour définir un et un seul, on a besoin de l'identité typiquement en logique. C'est juste une petite parenthèse sur la logique. Ceux qui n'ont pas fait de logique, oubliez ça. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est, je vous ai dit, on ne peut pas définir l'identité, mais on peut la caractériser. Il y a un certain nombre de propriétés formelles de cette relation qu'on peut préciser, qu'il est important d'avoir en tête. La première, c'est la symétrie. Okay ? Si Julie est identique à Marc, alors Marc est identique à Julie. Okay ? Vous ne pouvez pas avoir... Super Marc est identique à Clark Kent, mais Clark Kent qui n'est pas identique à Superman. Deuxième propriété, qui est une propriété logique, si A est identique à B, que B est identique à C, alors A est identique à C, ce qu'on appelle la transitivité. Et puis troisième propriété, qu'on appelle la réflexivité totale, pour toute entité, vous pouvez, même si vous ne l'avez jamais rencontré, même si vous ne l'avez jamais vu, vous pouvez savoir une chose à son sujet, qui est assez ennuyeuse, mais qui sera toujours vraie, c'est qu'elle est identique à elle-même. Okay. Donc si je vous dis Jean-Paul Schmulgluck, vous ne savez pas qui c'est Jean-Paul Schmulgluck, vous ne l'avez jamais eu, je peux vous apprendre plein de choses à son sujet, il déteste la philosophie, il est idiot comme ses pieds, etc. Tout ça, je vous l'apprends. Mais il y a une chose avant même que je vous ai dit quoi que ce soit au sujet de Jean-Paul Schmulgluck que vous savez, c'est qu'il est identique à lui-même. Ça ne coûte pas cher, mais au moins, vous savez ça. Bien. Alors, je voudrais faire maintenant un petit pas de côté pour aller vers une propriété de l'identité qui, elle aussi, est très largement admise, qui va être très utile en métaphysique, qui est la nécessité de l'identité. Mais c'est un peu compliqué d'introduire ça et de vous convaincre de l'intérêt de cette chose, de cette propriété, et de donner l'argument en faveur de cette propriété, sans piquer un peu votre curiosité. Donc, je vous donne, on oublie 2 secondes l'identité, et je vous donne 3 arguments possibles pour le dualisme. Vous savez ce que c'est que le dualisme en philosophie de l'esprit? C'est l'idée que l'âme ou l'esprit n'est pas identique au corps. D'accord ? Et puis à l'opposé du dualisme, vous avez un certain nombre de formes de monisme qui disent non, il y a une identité entre l'esprit et le corps. Il y en a qui disent, en fait, c'est que les corps sont identiques à l'esprit. Berkeley dit quelque chose d'assez proche, puis il y en a d'autres qui disent, plus courant aujourd'hui, les matérialistes, non, l'esprit est identique à un certain nombre de processus cérébraux, par exemple. Voici 3 arguments assez simples pour le dualisme. Il est possible qu'il y ait une âme sans corps. Okay ? Donc vous pouvez ne pas croire qu'il y a des âmes sans corps, en réalité. Mais vous vous dites, c'est possible. Il pourrait, a priori, même si vous ne croyez pas à la résurrection, vous pouvez vous dire, oui, ce n'est pas non plus inconcevable que l'on puisse ressusciter après notre mort et que l'on continue à survivre sous la forme d'une âme sans corps.
Donc, conclusion qu'on peut tirer de ça, et ça on va l'admettre directement, donc c'est possible que l'âme ne soit pas identique au corps. Okay. Deuxième conclusion qu'on peut tirer de ça, P1 c'est prémisse 1, C1 conclusion 1, C2 conclusion 2. Deuxième conclusion qu'on peut tirer de ça, donc l'âme n'est pas identique au corps. Ça je vous présente les arguments ensuite, puis vous essayez de réfléchir aux problèmes qui se posent dans ces arguments-là. Donc il est possible qu'il y ait une âme sans corps, donc il est possible que l'âme ne soit pas identique au corps, donc l'âme n'est pas identique au corps. Donc il faut être dualiste. Okay. Pas d'identité entre l'âme et le corps. Je vous en donne une autre. Très discuté aujourd'hui, les zombies en philosophie. Non pas que les philosophes croient à l'existence des zombies, mais ils pensent que la possibilité des zombies nous informe sur, en tout cas un certain nombre le pensent, sur les relations d'identité ou de non-identité entre l'âme et le corps. Il est possible qu'il y ait un zombie biologiquement indiscernable de nous, mais à qui il manque la conscience. Donc un être qui soit exactement comme nous, il se comporte de la même manière, mais la seule chose qui lui manque, c'est la conscience. Il n'est pas conscient d'être dans les états mentaux dans lesquels il est, dans lesquels il est, ni du monde extérieur. Mais si vous regardez dans son cerveau, il se passe exactement la même chose que ce qui se passe dans le nôtre, et il a par ailleurs la même structure cérébrale que nous, et corporelle. Ça, c'est notre prémisse. Première conclusion, donc il est possible que la conscience ne soit pas identique à un état biologique. Si elle était identique à un état biologique, il suffirait d'être dans cet état biologique pour avoir la conscience. Okay. Or, le zombie, il est dans cet état biologique comme nous, mais il n'a pas la conscience. Donc, il n'y a pas d'identité dans ce cas-là. Deuxième conclusion, donc la conscience n'est pas identique à un état biologique. C'est un autre argument pour le dualisme. Troisième argument pour le dualisme. Même structure. Une créature pourrait avoir mal sans être dans l'état biologique qui réalise la douleur chez l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on étudie la douleur chez les êtres humains, on se demande quel est le mécanisme biologique qui réalise cette douleur-là. Okay. Les philosophes disent que c'est l'activation des fibres C, c'est juste un nom pour pouvoir dire... En fait, ils s'en fichent de savoir exactement ce qui réalise la douleur. Concrètement, c'est tout un tas de choses. Ça passe par les fibres myélinisées, non myélinisées, ça active telle ou telle zone du cerveau. Quel que soit le mécanisme qui réalise la douleur chez l'être humain, okay, ce que dit la première prémisse, c'est il pourrait y avoir une créature qui a mal, mais chez qui la douleur n'est pas réalisée par le même mécanisme. Prenez par exemple un poulpe. On peut se dire un poulpe, il peut avoir mal, et vraisemblablement, il n'a pas mal, ce qui réalise la douleur chez lui n'est pas la même chose que chez nous. Et peut-être, si le poulpe ne vous convainc pas, vous imaginez un martien, un extraterrestre qui a très très mal, mais il n'a pas de cerveau, il n'est pas fait comme nous, il est fait de slime ou je ne sais pas quoi, et malgré tout, il a mal. Donc a priori, ça semble possible d'avoir mal sans avoir les mêmes mécanismes biologiques que chez nous. Première conclusion. Donc, il est possible que la douleur ne soit pas identique à l'état biologique qui réalise la douleur chez l'homme. Okay. Mon poulpe ou mon martien, là, ils ont mal, mais leur douleur n'est pas identique à ce qui réalise la douleur chez nous. Conclusion générale, donc la douleur n'est pas identique à l'état biologique qui réalise la douleur chez l'homme. Okay. Donc vous voyez que dans les trois cas, on a comme conclusion des choses qui nous disent que l'âme, pour commencer, la conscience ou la douleur ne sont pas identiques à des états biologiques. Donc des conclusions qui sont ou qui impliquent une forme de dualisme. D'accord. Donc vous voyez que je vous parle d'identité ici dans ces arguments-là. Et c'est des arguments qui, sur le papier, ne semblent pas complètement absurdes. Les premières prémisses, on y accède assez... elles paraissent plausibles parce qu'on peut facilement imaginer des situations dans lesquelles ce serait le cas. Maintenant, vous travaillez. Si je vous donne comme tâche de me dire qu'est-ce qui ne va pas avec ces arguments-là, est-ce que vous êtes tous convaincus du dualisme juste à la lecture de ces arguments-là ? Je dirais qu'en tout cas, dans le premier argument, la première prémisse, elle dit déjà la conclusion. Si on dit que c'est possible qu'il y ait une âme sans corps, on dit déjà que l'âme et le corps sont deux choses différentes, alors que c'est ce qu'on essaye de prouver. Est-ce que la prémisse dit la même chose ? La première prémisse, elle dit il est possible qu'il y ait une âme sans corps.
Ok, la conclusion, elle dit donc l'âme n'est pas actuellement identique au corps. Vous voyez, si ça disait la même chose, je pourrais vous dire un argument du même type. Il est possible que Arnaud soit président des États-Unis. Donc bravo Arnaud, vous êtes président des États-Unis. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette... Vous voyez, on bouge du possible à l'actuel. Hein. Donc la première prémisse en ce sens-là, elle ne contient pas la conclusion. Vous voyez ce que je veux dire, Arnaud ? Ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées sur qu'est-ce qui cloche dans ces arguments ? Guillaume. Pour ce qui est du zombie, on pourrait dire que c'est simplement un concevable qui est un zombie qui donc possède tous les états biologiques de l'homme sans avoir la conscience. Ok, on pourrait dire ça. Et il y a eu des discussions là-dessus. Donc ces arguments sur les zombies ont été avancés par un philosophe contemporain important, David Chalmers, et un certain nombre ont répondu ça. D'autres ont répondu, donc autrement dit, on ne peut pas concevoir ces zombies-là, c'est pas vrai. Puis Chalmers a tout un tas d'arguments pour dire, mais si, regardez, on peut arriver à les concevoir. Il a un des arguments assez simples à avoir, c'est de dire, mais supposez que vous soyez exactement dans le même état biologique, mais vous avez juste une conscience un peu moins aiguë. Okay, votre conscience, elle est un peu plus étouffée, comme si vous étiez un peu endormi. Puis il diminue comme ça jusqu'à ce que vous ayez plus du tout de conscience. Et voilà. Il essaye de nous convaincre que c'est concevable de cette manière-là. Et d'autres. Mais d'autres disent, encore une autre manière dont on peut attaquer ça, c'est de dire qu'il ne suffit pas que quelque chose soit concevable pour que ce soit possible. Peut-être on peut imaginer des choses, concevoir des choses qui ne sont pas possibles. Okay, ça, c'est un autre type d'argument. Bien, donc on peut les attaquer comme ça. Vous aviez une autre objection ? Oui. La première, vous avez pris l'exemple que quelqu'un pourrait être le président des États-Unis, ouais. Et que donc il l'est. Ouais. Mais du coup, ça marche pas. Je comprends pas. Il est possible qu'il le soit, mais du coup, ça ne veut pas dire qu'il l'est. Oui, très bien. Donc ça, c'est vous avez mis le doigt sur le problème avec ces arguments-là. Donc, Arnaud et Guillaume, vous avez attaqué la première prémisse, et c'est vrai qu'on peut attaquer les premières prémisses à chaque fois. Hein, on peut essayer de montrer qu'elles ne sont pas vraies. Mais il y a un problème plus fondamental avec cet argument qui n'a pas trait à la vérité de la prémisse, qu'à la validité de l'argument. Parce que si vous regardez la manière dont l'argument fonctionne, vous passez d'une première conclusion selon laquelle il est possible que l'âme ne soit pas identique au corps, à la conclusion selon laquelle elle n'est pas de fait identique au corps. De la même façon, vous dites qu'il est possible que la conscience ne soit pas identique à un état biologique, à la conclusion selon laquelle la conscience n'est pas de fait identique à un état biologique. Imaginez un matérialiste, maintenant, il peut juste dire « ouais, je suis d'accord avec toi ». Et ça a été longtemps la position des matérialistes de dire « c'est tout à fait possible que l'âme ne soit pas identique au corps okay. ». Mais pas de chance pour toi, c'est pas ce qui se passe concrètement. Chez nous, dans notre monde, l'âme, elle est identique au corps. Okay. C'est tout à fait possible qu'il y ait des zombies qui n'aient pas la conscience et qui aient le même corps que nous. Très très bien, ça c'est ce qui se passe dans des mondes lointains. Mais nous, dans notre monde, chez nous, moi qui suis matérialiste, je te dis, l'âme, la conscience est identique aux états de notre cerveau. Okay. Pareil pour la douleur, c'est possible qu'un poulpe, blablabla, mais en fait chez nous, la douleur, elle est identique pour nous, les êtres humains, la douleur, elle est identique à telle ou telle activation neuronale. D'accord. Vous voyez qu'il y a une erreur dans ces arguments-là qui est passée du possible à l'actuel. Si vous avez montré que quelque chose est possible, si j'ai montré qu'il était possible qu'Arnaud soit président des États-Unis, c'est au moins métaphysiquement possible. Ça ne veut pas dire que c'est possible, ça va être facile. Hein. Bonne chance Arnaud s'il veut le faire vraiment, mais en principe, ça serait possible que Arnaud soit président des États-Unis. Métaphysiquement, quand on dit possibilité métaphysique, c'est presque la possibilité la plus large, peut-être encore plus large que la possibilité logique, mais en tout cas, en principe, ce serait possible. Si j'ai montré ça, je n'ai pas montré qu'il était de fait président des États-Unis. Donc ça, il y a une erreur au cœur de ces arguments, qui est une erreur assez évidente. Maintenant, j'espère, si vous la voyez, c'est de dire, parce que vous avez montré que quelque chose est possible, vous n'avez pas montré que quelque chose c'est le cas. Que quelque chose est le cas. Okay. C'est possible que Guillaume ait passé 3 jours à la fête des vendanges. C'est possible. Mais est-ce que de ça, on peut conclure que c'est le cas ? Non, on ne sait pas. Bien. Donc, ce qui cloche dans ces arguments, c'est le fait qu'ils passent de cette conclusion intermédiaire, qui concerne le possible, à une conclusion finale, qui concerne l'actuel. Quand on dit l'actuel en philosophie, ça ne veut pas dire maintenant, ça ne veut pas dire l'actualité dans le sens les journaux, etc., les nouvelles, ça veut dire le monde dans lequel on vit. Okay. Alors, il y a évidemment des discussions pour savoir comment définir ça plus précisément, mais les philosophes, depuis Leibniz au moins,
ont tendance à comprendre, à parler du possible en termes de monde possible. Il y a un monde possible dans lequel il y a des zombies qui blablabla, il y a un monde possible dans lequel... Et puis, il y a le monde dans lequel nous, on vit. Okay. Quand vous parlez de monde possible, ça ne veut pas forcément dire, même si c'est compatible, que vous pensez qu'il y a vraiment des mondes parallèles possibles. Hein. La plupart des philosophes pensent que, pas tous, mais la plupart des philosophes pensent que ces mondes possibles, ils n'existent pas vraiment. Mais c'est juste utile d'en parler pour tester nos intuitions, nos concepts sur l'identité, notamment la conscience, etc. Donc le monde actuel, c'est pas juste maintenant, c'est le monde dans lequel on vit, y compris le passé et le futur. Bien. Donc où est-ce qu'on en est? Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous ai dit, je veux vous amener doucement à cette notion de propriété de l'identité, qui est que l'identité est une propriété nécessaire. On a 3 arguments pour le dualisme qui ne marchent pas pour une raison assez évidente, c'est qu'ils passent du possible à l'actuel. Ils montrent que c'est possible que l'âme ne soit pas identique au corps, donc c'est actuellement le cas que l'âme ne soit pas identique au corps. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que s'il est vrai que l'identité est une propriété nécessaire, alors vous pouvez réparer ces arguments. Et vous pouvez donner des arguments beaucoup plus probants en faveur du dualisme. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, vous ajoutez cette prémisse, la deuxième, qui est en gras, qui est la même à chaque fois, qui est que si 2 choses sont identiques, elles sont nécessairement identiques. Qu'est-ce que ça veut dire nécessairement? Ça veut dire pas simplement dans notre monde, le monde actuel, mais dans tous les mondes possibles. Donc si Clark Kent est identique à Superman, il ne peut pas être identique à Superman dans ce monde ici, et puis différent de Superman dans un autre monde. Okay. L'identité, d'après cette prémisse, c'est une relation nécessaire. Ça, il va falloir le montrer maintenant, mais supposez que ce soit le cas. Supposez que l'identité soit une relation nécessaire. Je vous donne une autre relation d'identité. On dit souvent l'eau, elle est identique à un composé de molécules de H2O. Si c'est vrai que l'identité est une relation nécessaire, il n'y a aucun monde dans lequel l'eau n'est pas composée de H2O. Il peut y avoir un monde dans lequel il y a un liquide transparent, inodore et buvable, qui est composé d'une molécule XYZ. Okay. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans ce monde, ce liquide transparent, inodore et buvable, ce n'est pas de l'eau. Okay. Parce que si la nécessité de l'identité est vraie, dans tous les mondes possibles, l'eau va être identique à un composé de molécules de H2O. Okay. Ça, c'est juste la thèse de la nécessité de l'identité. Pour l'instant, je ne vous ai pas donné d'argument en faveur de cette thèse, je vous ai juste dit, si cette thèse est vraie, alors on peut réparer nos arguments dualistes. Pourquoi? Parce que si l'identité est une relation qui traverse tous les mondes, il suffit que vous trouviez un monde dans lequel l'esprit n'est pas identique au corps, pour dire, ah ben alors, il n'est pas identique au corps dans notre monde aussi. Okay. Parce que s'il était identique au corps dans notre monde, il serait identique au corps dans tous les mondes. De la même façon, si la conscience était identique à un état du cerveau dans notre monde, il ne serait pas possible, l'identité étant nécessaire, qu'on trouve un monde dans lequel la conscience n'est pas identique à un état du corps. Donc vous voyez comment juste cette thèse sur l'identité, la nécessité de l'identité, ça nous permet tout d'un coup de tirer des conclusions substantielles sur le rapport entre l'âme et le corps, la conscience et le corps, la douleur et l'activation cérébrale. Et de dire qu'il suffit d'imaginer quelque chose de possible pour conclure au fait que dans notre monde, ce n'est pas le cas. Okay. Donc en général, vous avez raison, on ne peut pas passer de considération de quelque chose est simplement possible à considération du fait que c'est actuel, sauf si on a des propriétés nécessaires. D'accord ? Une propriété nécessaire, c'est une propriété que quelqu'un a dans tous les mondes possibles. Je vous donne une analogie. Si vous dites, si vous êtes un théiste et que vous pensez qu'une propriété nécessaire de Dieu, c'est d'être omniscient, vous ne pouvez pas dire quelque chose du type ah oui, dans ce monde-là, Dieu est omniscient, mais chez nous, Dieu, il n'est pas omniscient. Si vous dites chez nous, Dieu, il n'est pas omniscient, ben on va vous répondre, ah non, à ce moment-là, ce n'est pas Dieu, parce que c'est une propriété nécessaire de Dieu d'être omniscient. D'accord ? Donc il suffit que vous trouviez un monde dans lequel Dieu ne soit pas omniscient pour que vous puissiez conclure, eh ben non, Dieu, il est pas du tout nécessairement omniscient, sinon ce serait aussi le cas chez nous. Que j'ai besoin de ça, j'ai repris. Donc ça, si vous imaginez des mondes parallèles, ça c'est le monde actuel, ok. On le représente avec un petit arrobase. Puis ça c'est tous les mondes parallèles. Monde possible, un monde parallèle. Si vous êtes un matérialiste, vous pensez que dans tous les mondes possibles, l'esprit est identique au corps. Enfin, il y a plusieurs versions de matérialiste. Ça c'est la version la plus forte, identité.
Il suffit que vous trouviez un monde dans lequel l'esprit n'est pas identique au corps, c'est ce que ça veut dire, ces petits oiseaux-là. Hein. Là, c'est le corps en ligne pleine, et puis en pointillé, c'est l'esprit. Il suffit qu'il y ait un monde possible dans lequel il y a une différence pour qu'il y ait une différence dans tous les mondes actuels. Pourquoi? Parce que l'identité est nécessaire. Est-ce que ça va ça, ou est-ce que ça va trop vite ou c'est trop dur? Oui. Dans ce cas-là, si on trouve qu'il y a un monde où l'identité n'est pas identique au... Enfin, si on trouve que dans un monde, le corps n'est pas identique à l'esprit, et que dans tout le reste, c'est le cas, Ouais. aucune des deux solutions ne marche. Enfin, on peut... Au sens, si on trouve que l'identité est nécessaire, Ouais. et qu'il y a un monde dans lequel le corps n'est pas identique à l'esprit, et un monde dans lequel le corps est identique à l'esprit, on peut ni être matérialiste, ni être dualiste. Oui, mais la manière dont l'argument fonctionne est que de dire que ce ne sera pas possible, que si l'identité est nécessaire, le corps ne peut pas être identique à l'esprit dans certains mondes et pas dans d'autres mondes. Ça, c'est précisément l'attitude que sape la nécessité de l'identité. Cette forme de matérialisme un peu modeste qui dit « oui, dans notre monde, le matérialisme est vrai, mais dans d'autres mondes, c'est le dualisme qui est vrai ». Ça, c'est une option qui n'est plus sur la table à ce moment-là. Donc, soit vous devez être, si vous, par matérialisme, vous entendez identité, hein, si vous définissez le matérialisme en termes d'identité, soit vous devez admettre que le corps est identique à l'esprit dans tous les mondes, soit qu'il l'est dans aucun. C'est ça les deux options qui nous restent ici. Hein, parce que l'identité, c'est soit il y a identité partout, soit il y a identité nulle part. Donc moi j'utilise ici dans l'exemple, c'est pour vous introduire à cette notion d'identité, de nécessité de l'identité, le fait que ça peut être utilisé par le dualiste maintenant. Et c'est ce qui a été fait concrètement, des différents dualistes qui ont dit, non, regardez, il suffit qu'on puisse établir que c'est possible que l'esprit ne soit pas identique au corps ailleurs, dans d'autres mondes, pour montrer que c'est le cas dans notre monde. Tout court, ça ne marche pas, ça c'était la première version de nos arguments, vous avez objecté, si c'est possible, ça ne montre pas de c'est actuel. Mais là, notre dualiste, il sort un atout, il dit, oui, mon atout, c'est la nécessité de l'identité. Si l'identité est nécessaire, alors maintenant, je peux passer de ce qui se passe dans un monde possible au monde actuel. Si ce n'est pas identique dans un monde possible, alors ce n'est pas identique non plus dans le monde actuel. Est-ce que, là je me répète, hein, est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que vous êtes... Oui. Mais si, je sais pas si j'arrive un peu à ce que vous avez dit, mais si on se situe dans le monde où il y a une différence et que du coup on voit que dans d'autres mondes, il n'y a pas de différence, alors qui c'est qui gagne? Vous ne pouvez pas voir que dans d'autres mondes, il n'y a pas de différence. Ok, j'arrive tout de suite. Si c'est vrai que... J'ai une grosse hypothèse hein, que je ne vous ai pas encore justifiée. Est-ce que c'est vrai que l'identité est nécessaire? Si quelque chose est nécessaire, ça ne peut pas être le cas dans un monde et pas dans un autre. Okay, vous pouvez être, par exemple, prenez des vérités mathématiques, qui sont en général des vérités qu'on admet comme nécessaires. 2 plus 2 égale 4. Vous ne pouvez pas dire, ouais, chez nous 2 plus 2 égale 4, mais il y a ce monde bizarre dans lequel 2 plus 2 égale 5. Non, ça c'est juste impossible. C'est ce qui découle de la notion de nécessité des vérités mathématiques. D'accord ? La seule chose qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle des illusions modales. On peut avoir l'impression que quelque chose est possible dans un autre monde, alors qu'en fait, ce n'est pas possible. Okay ? Donc ça, on peut se tromper sur les autres mondes. Mais si quelque chose est nécessaire, alors il est vrai dans tous les mondes possibles. Okay ? Donc s'il est vrai que la vérité est nécessaire, que la vérité n'est pas nécessaire, que l'identité est nécessaire, alors si 2 choses sont identiques dans un monde, elles sont identiques dans tous les mondes. Okay ? Est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas tout à fait? Il n'y a pas 2 vérités, il y a une seule vérité qui est l'absolu. Oui, il y aura forcément quelqu'un qui se trompe dans ces cas-là. Hein. Si quelqu'un dit, moi dans mon monde, il y a identité, entre l'esprit et le corps, puis l'autre dit, non, il n'y a pas identité, dans tel autre monde, il y en a un des deux qui se trompe. On ne peut pas les réconcilier. Il n'y a plus l'option sur la table de dire, oui, toi tu as raison dans ce monde-là, et moi j'ai raison dans ce monde-là. Okay, c'est juste pareil partout pour l'identité. Je prends dans l'ordre, Giacomo, et vous ensuite. C'est bon? Allez-y alors. On ne peut pas dire que les 2 possibilités sont vraies en même temps. Enfin que, justement, comme si on... Ah, j'ai la peine à expliquer. S'il y a la possibilité dans un autre monde que l'âme et le corps soient séparés, ça veut dire que dans notre monde, ça serait aussi possible, si on part de ce principe d'identité nécessaire. Et donc du coup, de leur point de vue, c'est aussi possible, si on part si on admet que l'identité est nécessaire, que dans leur monde, alors qu'ils pensaient que âme et corps sont séparés, âme et corps sont en fait ensemble, parce que dans d'autres mondes, c'est le cas. Exactement. Mais donc du coup, est-ce qu'on pourrait admettre que les 2 sont vrais en même temps?
Les deux quoi sont vrais? Les deux possibilités de monde. Un monde où âme et corps. Non, ce que ça exclut, la nécessité de l'identité, c'est qu'il y ait des choses qui soient vraies dans un monde et pas dans l'autre, en ce qui concerne l'identité. Okay. Donc il peut y avoir des mondes dans lesquels Arnaud n'est pas président, et vraisemblablement on vit dans ce monde-là, et d'autres mondes dans lesquels Arnaud est président. Okay. Donc ça, il y a des choses qui varient à travers les mondes possibles. Évidemment, sinon on ne s'embêterait pas à parler de monde possible. Mais il y a un truc qui peut pas... Il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas varier, c'est toutes les propriétés nécessaires. Dans tous les mondes possibles, 2 plus 2 égale 4. Dans tous les mondes possibles, chaque chose est identique à elle-même et à aucune autre. Tout ça, ça va très bien. Mais dans tous les mondes possibles, si A est identique à B, dans le monde actuel, alors A est identique à B dans tous les mondes possibles. Okay. Donc ça, c'est la chose qui ne varie pas à travers les mondes. Mais là où vous avez raison, néanmoins, c'est qu'il peut encore y avoir un débat pour savoir si A est identique à B ou pas. Et ça, c'est le débat sur la première prémisse que disait Guillaume tout à l'heure. Quand vous niez la concevabilité des zombies, par exemple, ou quand vous niez... Autrement dit, dans quelle situation dialectique vous êtes si vous admettez la nécessité de l'identité? Supposez que vous soyez un matérialiste. Okay, vous voulez dire l'âme est identique au corps. Okay. Il y a Guillaume qui arrive vers vous qui vous dit oui, mais peut-être on peut imaginer des âmes pas identiques au corps. Vous dites ouais, pas très bien, je vais lui garantir ses petits délires et puis je vais lui dire c'est dans tes mondes imaginaires, l'âme n'est pas identique au corps, mais pas dans le monde. Okay. Arrive la thèse de la nécessité de l'identité, vous ne pouvez plus jouer à ce jeu-là maintenant. Ça change la dialectique dans le sens où vous devez dire à Guillaume non, en fait, moi je pense toujours que l'âme est identique au corps. Et donc, quand toi tu imagines que l'âme n'est pas identique au corps, tu fais une erreur. Tu imagines que quelque chose est possible alors que ce n'est pas possible. Le même genre d'erreur que quelqu'un ferait en disant ce serait possible que 2 plus 2 égale 5. Okay. Donc là-dessus, soit on est tous d'accord, soit c'est identique dans tous les mondes, soit c'est différent dans tous les mondes. Ça, c'est la conséquence de la nécessité de l'identité. Mais ça ne tranche pas encore si c'est identique ou si c'est différent. Hein, ça, c'est la première prémisse qui cherchait à établir ça. Ça va ? Ouais. Ça ne peut pas être vrai dans un monde et pas dans l'autre. C'est ça le point important. Il y a des choses qui peuvent être vraies dans un monde et pas dans l'autre. Arnaud est président, c'est vrai dans un monde, mais c'est pas vrai dans notre monde. Mais 2 plus 2 égale 4, c'est vrai pareil dans tous les mondes. Et de la même façon, si l'identité est nécessaire, l'esprit est identique au corps, ça doit être vrai dans tous les mondes. Ou faux dans tous les mondes. Est-ce que c'est vrai dans tous les mondes ou faux dans tous les mondes? On peut encore en discuter. Mais c'est là où on est, si c'est vrai que l'identité est nécessaire. Giacomo. Là, je ne sais pas si j'abuse cette émission. Je pense que c'est à vous que vous venez de dire. Est-ce qu'on doit rejeter le monde de Black? Oh là, vous faites le grand écart avec le... Non. Non, ce que va montrer le monde de Black, c'est de dire s'il est... Non, c'est tout à fait compatible avec le monde de Black. Ce que ça montre juste, c'est que tous nos jugements d'identité sont des jugements nécessaires, maintenant. Ok, ça c'est le jugement d'identité. Mais je pense, par exemple, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais le principe d'asymétrie. Oui. Les choses sont asymétriques. Dans le monde de Black, c'est impossible. Le principe d'asymétrie, c'est quoi? L'asymétrie. La relation d'asymétrie. Dans le monde de Black, il n'y a pas de relation d'asymétrie. Mais ça ne veut pas dire que la notion d'asymétrie est incorrecte. Dans le monde de Black, il y a 2 sphères qui ont toutes des propriétés en commune. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'en principe, il n'y a pas de... Donc, il y a des relations qui sont non symétriques. Être amoureux d'eux, vous pouvez être amoureux de Julie, puis Julie ne vous aime pas. Il y a des relations qui sont asymétriques, être plus grand qu'eux. Vous ne pouvez pas être plus grand que Julie et Julie plus grand que vous. Okay. Donc ça, c'est non symétrique, asymétrique. En principe, ces relations, elles sont possibles, elles sont concevables. Il se trouve juste que dans le monde de Black, rien n'exemplifie une relation asymétrique. Okay. Mais de ça, vous ne pouvez pas dire l'asymétrie, c'est une notion absurde, parce qu'il y a d'autres mondes dans lesquels il y a des relations asymétriques. Ça me dit quoi que dans mon monde, il y a toutes les relations possibles que je peux concevoir. Genre, peut-être que dans des autres mondes possibles, il y a des... Là, j'abuse un petit peu, mais c'est possible que dans les autres mondes possibles, j'ai des relations que je ne peux pas concevoir ici. Oui, mais donc je vous ai dit au tout début de ce cours, on est en métaphysique ici. Donc on ne s'intéresse pas directement à l'épistémologie. On ne s'intéresse pas à comment on connaît les choses, on s'intéresse à ce que sont les choses. Okay. En épistémologie, on fait l'inverse. On va d'abord savoir comment est-ce qu'on connaît les choses. Quand on parle de monde possible, évidemment, il y a une grosse question derrière, épistémologique, c'est comment on connaît ces mondes possibles. Le monde actuel, je le connais, je le vois, il y a des relations causales entre les objets extérieurs, entre vous et moi, je vous entends. Comment j'accède au monde possible? Ça, c'est un grand débat sur l'épistémologie des mondes possibles. Quand on parle de concevoir, c'est un moyen d'accéder à l'épistémologie. C'est une réponse possible à cette question de l'épistémologie des mondes possibles. Comment on les connaît? Par la conception, par l'imagination. Puis il y a tout un tas d'autres
comment est-ce qu'on connaît les possibilités? C'est une question très intéressante. Il y a plein de possibilités que vous connaissez. Il faut mieux partir de la conclusion qu'il y a des possibilités qu'on connaît et de se demander comment est-ce qu'on peut les connaître. On connaît typiquement un certain nombre de choses qu'on est capable de faire, même qu'on n'a jamais faites. Vous savez peut-être que vous pourriez multiplier 1244 par 3988. Vous ne l'avez jamais fait, mais vous saviez que vous pourriez le faire. Bon, peut-être vous pourriez plus le faire. Si vous êtes comme moi qui dois faire les multiplications avec mes filles à l'école, on oublie vite à poser ces multiplications, faire les retenues. Peut-être vous avez encore la mémoire fraîche. Mais en tout cas, il y a des choses que vous pouvez faire, même si vous les avez. Donc il y a des possibilités que vous connaissez, juste sur vos capacités, pour prendre un exemple le plus familier. Okay, là, on accepte qu'il y a des possibilités qu'on peut connaître. Comment? Il faut aller voir le professeur Chevary-Cossette sur l'épistémologie. C'est pas notre travail ici. Okay. Mais oui, je dois quand même dire ça. Vous avez beaucoup de gens, vous n'avez pas beaucoup, mais vous avez un nombre substantiel de philosophes qui sont très sceptiques par rapport à ces raisonnements en disant, vous nous parlez de monde Carnap, typiquement, vous nous parlez de monde possible, c'est un délire de métaphysicien, et moi je crois simplement, en gros, à ce que je vois, je suis un empiriste, on a un bon accès au monde extérieur qui existe, savoir si les zombies sont possibles, excusez-moi, mais là c'est pas sérieux, donc vous ne pouvez pas tirer des conclusions là-dessus. Bien, donc je reviens à nos arguments maintenant, nos 3 arguments maintenant. Où est-ce qu'on en est? On en est à l'idée que si jamais l'identité est une relation nécessaire, alors ces arguments fonctionnent. Okay, on a 3 arguments pour le dualisme. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on a établi le dualisme, parce que, comme Guillaume le proposait tout à l'heure, comme vous l'avez proposé, on peut se dire, ouais, mais la première prémisse, en fait, il faut peut-être juste la rejeter, il faut peut-être juste dire qu'elle est fausse. Okay, ça, maintenant, il faut montrer. On va attaquer la première prémisse ou l'accorder si on est dualiste. Mais en tout cas, le reste de l'argument marche. Et ce que on va faire après une courte pause maintenant, ce sera la partie la plus difficile, donc il faut qu'on fasse une pause avant. C'est pas inaccessible, mais essayer de comprendre pourquoi est-ce que la quasi-totalité des philosophes aujourd'hui admettent que l'identité est nécessaire. D'accord ? Donc, la raison pour laquelle je vous amène là, c'est que vous piquez votre curiosité. Quand on parle de nécessité de l'identité, si au début du cours, vous avez dit aujourd'hui, je vais vous parler de la nécessité de l'identité, vous allez dire, mon Dieu, en quoi ça va servir. Mais maintenant, vous savez en quoi ça va servir à des choses très intéressantes, comme par exemple, donner des bons arguments pour le dualisme, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres applications. Alors, on fait une petite pause de 10 minutes, et puis on reprend à 17.